Mais alors que les ingénieurs se réjouissent, ils vont bientôt affronter un événement tragique qui les obligera à revoir intégralement leur vaisseau. Janvier 1967. Le nouveau module d'Apollo passe les derniers essais avant son premier vol habité dans l'espace. La mission Apollo 1 devait être la première expérience des modules autour de la Terre. Le but était d'étudier les interactions entre les astronautes et leurs vaisseaux. C'est ce qu'on pouvait appeler une mission d'essai, avant d'envoyer l'appareil hors du champ gravitationnel de la Terre. Le module de commande était un modèle de première génération baptisé Block 1. Comme tous les prototypes, il présentait encore des défauts, et en l'occurrence non des moindres. Block 1 ne pouvait pas voler jusqu'à la Lune. À cause des contraintes de délai, je crois que certains aspects ont été négligés. Avec le recul, je pense que nous n'avons pas été aussi vigilants qu'il fallait. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes dans les tests de performance des matériaux du système. Nous n'étions pas vraiment en confiance pour l'envoyer vers la Lune. L'ancien passager de Mercury, Gus Grissom, qui dirigeait la mission, le jeune astronaute Roger Jaffe et Ed White, le premier Américain à être allé dans l'espace, n'étaient pas rassurés non plus. Ils se sont même permis d'en plaisanter lors d'une séance photo avant leur départ. 27 janvier 1967. À 13 h, l'équipage monte dans la tour de lancement et s'apprête à procéder aux vérifications d'usage avant le décollage. Mais quelque chose d'extrêmement dangereux se trouve dans le vaisseau, quelque chose que personne n'a remarqué. L'air de la cabine était de l'oxygène pur, à 1103 hectopascales. Cette quantité élevée d'oxygène avait été introduite dans le module de commande afin que la portière qui s'ouvrait vers l'intérieur ne s'enfonce pas sous la pression extérieure. Mais personne n'avait pensé aux conséquences d'une telle densité dans l'habitacle. L'équipage faisait les vérifications. L'un des protocoles consiste à activer tous les systèmes présents dans le véhicule, mais au minimum, sans pour autant les déclencher. Alors que les simulations se prolongent jusqu'à 18h30, une avarie du réseau électrique est détectée par les contrôleurs au sol. Il y a eu une étincelle. Nous en ignorons toujours l'origine. À une pression de 1103 hectopascales, tout brûle. L'aluminium, les isolants des câbles, tous les fils ont pris feu. Avec la pression, les astronautes ne pouvaient pas ouvrir la portière. C'est à cause de ça qu'ils sont morts. Les uns après les autres, les ingénieurs apprirent la nouvelle. Un policier m'a arrêté sur la route et m'a demandé « Est-ce que Mike Vucelic est dans cette voiture ?» J'ai dit que c'était moi. Il m'a demandé d'appeler le poste de contrôle. J'ai dit « Quel est le problème ?» Il a répondu « Je ne peux pas vous le dire. » Le lendemain, les ingénieurs de North American sont allés sur la base de lancement pour comprendre les raisons de la tragédie. Le temps que j'arrive, ils avaient ouvert la porte. C'était un désastre. On n'avait pas grand-chose à dire. Ni les gens de la NASA, ni nous. Ça a été une épreuve personnelle. Je me sentais presque responsable, car c'est moi qui m'occupais de l'oxygène. La situation était très difficile.
J'étais responsable, en quelque sorte. On a tous été stupéfaits de voir combien tout avait brûlé facilement dans l'oxygène à haute pression. Pardon. Alors que tout le monde cherchait à comprendre ce qui s'était produit, la mission Apollo fut stoppée net. La NASA commença une enquête approfondie et plutôt que de s'adresser à un ingénieur, elle la confia à l'astronaute Frank Borman. Le destin d'Apollo reposait entre ses mains. Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Il avait de l'intuition, de l'énergie nécessaire pour nous motiver à réussir. Je peux vous dire que collaborer avec lui sur ce dossier a été l'un des plus grands moments de ma carrière. J'ai été très impressionné par la détermination de la NASA à trouver les causes de l'accident et à les corriger. À leur grande surprise, les enquêteurs ont découvert que les délais avaient été si serrés avant le premier vol d'Apollo que les ingénieurs n'avaient pas eu le temps de répertorier tous les appareils installés dans le module. Je crois que ça nous a tous choqués. Cela nous a aussi rappelé combien notre travail était important, que des vies humaines en dépendaient. J'en suis ressorti plus motivé que jamais. J'avais l'impression d'être un soldat. Je suis toujours un soldat d'Apollo. Il ne s'agit pas de tuer des gens, mais d'accomplir une mission. Je pense qu'après ça, on s'est mis à travailler comme des forcenés. Le comble, c'est que la portière à ouverture intérieure qui avait piégé les astronautes était censée être un progrès suite à l'accident de Gus Grissom à bord de Mercury 5 ans auparavant. L'enquête a aussi démontré que le circuit électrique était insuffisamment protégé et que de nombreux matériaux inflammables avaient été utilisés. Soumis à de hautes pressions d'oxygène pur, ces éléments n'avaient pas seulement brûlé, ils avaient explosé. C'est donc la quasi-totalité du module qu'il fallait repenser. D'un point de vue technique, cet incendie a eu des conséquences bénéfiques pour la suite du programme. Il l'a d'abord freiné, mais il nous a permis de faire le point sur l'ensemble des éléments du système, puis de réparer tous les problèmes que nous avons détectés. La nouvelle portière s'ouvrait vers l'extérieur. On a ajouté un plancher. On a changé le système de climatisation, qui diffusait désormais 60% d'azote et 40% d'oxygène, tant que le vaisseau était sur la rampe de lancement. Tout ça s'est fait en 18 mois. Ces améliorations permirent au programme de redémarrer. Nous étions très dévoués. On était en compétition avec les Russes. Tout le monde nous attendait au tournant. On ne pouvait pas se permettre d'échouer et de faire d'autres morts. Les ingénieurs étaient déterminés à faire en sorte que Gus Grissom, Roger Chaffee et Ed White ne soient pas morts pour rien. Il était temps d'atteindre la Lune. Octobre 1968. Apollo 7, le premier vol habité du programme, est sur la rampe de lancement de Cap Kennedy. L'incendie d'Apollo 2 a fait perdre 18 mois à l'ensemble des opérations. Pour tenir son engagement, la NASA n'a plus qu'1 an pour aller sur la Lune. On était en octobre 1968 et il fallait y arriver avant la fin 1969. Ça laissait peu de temps. North American travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis l'incendie,
afin de mettre au point un appareil assez fiable pour effectuer le vol. La mission était la même que celle d'Apollo 1, un vol expérimental en orbite terrestre pour tester l'appareil et s'assurer de la compatibilité entre le système et l'équipage. Au sol, on a peu l'occasion de faire des essais en apesanteur. Ce vol était donc important pour vérifier tous les équipements. 5, 4, 3, 2, allumage, décollage. Ici poste de contrôle. Lancement réussi. Bien reçu. 12 secondes, rotation de la fusée. Le 11 octobre 1968, au matin, le nouveau module de commande d'Apollo quitte la base. Plus que 4 secondes. Début de l'inclinaison. À son bord se trouve Wally Schirra, qui a déjà volé sur Mercury, et les jeunes astronautes Don Eisele et Walter Cunningham. C'est la première fois que 3 Américains voyagent ensemble dans l'espace. Après vérification, autorisation de largage d'Apollo 7. Après la séparation du premier étage de la fusée, le deuxième étage s'allume pour les propulser sur les derniers kilomètres avant la mise en orbite. En apesanteur, le petit module de commande paraît moins exigu et filmé avec un objectif grand angle, il semble même spacieux. Des humains allaient enfin flotter en apesanteur, délivrés de leur combinaison. L'équipage avait 11 jours en orbite terrestre pour soumettre le module à des tests approfondis, et les ingénieurs savaient que le commandant Wally Schirra était l'homme de la situation. Je me souviens qu'il était obsédé par la propreté du module, car tout ce qui n'était pas fixé allait flotter. Il en avait déjà fait l'expérience dans 2 autres appareils, alors nous avons été particulièrement vigilants. À son retour, il m'a donné une petite boîte en plastique qui contenait un morceau de tissu qui avait flotté dans la capsule. Je crois que c'est le seul débris qui a été en suspension pendant tout le voyage, ce qui est plutôt satisfaisant. Le premier vol habité du module de commande d'Apollo s'est déroulé idéalement. Que ce soit la pile à combustible ou le milieu ambiant de la cabine, tous les systèmes ont fonctionné à la perfection. Même la nourriture, pourtant peu fameuse, ou les toilettes de fortune n'ont pas posé de problème. Toutes les étapes techniques s'étant bien déroulées, il ne restait plus qu'à rentrer sur Terre. On s'est bien amusé. Dernier coup d'œil à la météo sur la zone de récupération. Vent d'ouest à 40 km/h, vague d'1 mètre. Afin de retourner dans l'atmosphère, 3 choses étaient importantes. Les parachutes, les parachutes, les parachutes. De tous les équipements du module, rien ne m'a plus préoccupé que ces 3 parachutes qui devaient s'ouvrir pendant le retour. Depuis les premiers vols de Mercury, la NASA avait porté une attention toute particulière à ses accessoires. Quand il s'est agi de mettre au point un nouveau modèle adapté au programme Apollo, North American fit appel à son plus grand spécialiste du genre. À North American, j'étais considéré comme Monsieur Parachute. Alors il était logique qu'on fasse appel à moi. Je suis allé sur le site de Downey, là où ils étaient fabriqués. On commença par tester des prototypes dans un tunnel géant alimenté par une soufflerie. Il fallait que nos parachutes soient fiables à 100%. J'étais chargé de suivre toutes les étapes, de la conception à la réalisation du système, jusqu'à ce qu'il soit opérationnel.
En 6 ans, nous avons réalisé 137 largages. De retour dans l'atmosphère, une capsule devait déployer son premier parachute de freinage à 7 km au-dessus du sol, à la vitesse de 500 km/h. Puis, à 3 km du sol et plus de 250 km/h, les deux autres se déclencheraient. Pour réussir l'atterrissage, il fallait que ces gigantesques voilures résistent à des vitesses considérables, sans se déchirer, afin de ralentir le vaisseau jusqu'à 30 km/h. Aucun autre programme spatial n'a testé ces parachutes avec autant de soin. Une fois les plans validés, on passa à la fabrication. Il y avait à peu près 4000 mètres carrés de nylon anti-déchirure. Pour chaque parachute, il y a 2 millions de points de couture. Les cordes mesurent 2,5 km. Cela prend une semaine pour comprimer la toile à l'aide de presses hydrauliques. À la fin, la boule de tissu a la densité du bois d'érable. Les femmes faisaient ça avec énormément de soin. Elles savaient, plus que nous encore, que la dernière phase du retour des astronautes dépendait de leurs travaux. Le 22 octobre 1968, après 11 jours dans l'espace, les premiers hommes ayant volé à bord du module Apollo rejoignirent la terre ferme, équipés de parachutes de la plus haute technologie. Tout le monde les a vus. C'était spectaculaire. Ils se sont déployés au dernier moment alors que la planète entière regardait l'événement. C'était très gratifiant de savoir qu'on y avait contribué. Wally Schirra et son équipage avaient pu constater la quasi-perfection du module en orbite. Avant la fin de l'année, un nouvel équipage entreprendrait un vol historique qui mènerait enfin des hommes autour de la Lune. À l'automne 1968, les ingénieurs de North American Aviation, réunis sur leur site industriel californien, préparaient le vaisseau Apollo qui accomplirait la deuxième expérience de vol orbital. Mais cette fois, la nouvelle mission serait plus ambitieuse. On nous a demandé si on pensait que le module pouvait voyager autour de la Lune. Une trajectoire en forme de 8 pour la mission Apollo 8. Aucun vol habité n'y était jamais allé. C'était risqué, mais en cas de réussite, quelle satisfaction. 20 secondes avant l'allumage. Tout se présente bien. Les ingénieurs faisaient confiance à leur vaisseau pour s'y rendre, et Jim Lovell, Frank Borman et Bill Anders seraient les premiers hommes à quitter l'orbite terrestre. Leur sécurité et leur confort reposaient sur un système de contrôle du milieu ambiant conçu pour faire face aux conditions les plus extrêmes jamais affrontées, le cosmos. On peut passer de 120 degrés à moins 150 en un rien de temps, juste en entrant dans une zone d'ombre. Il y a une différence de près de 300 degrés. On va instantanément d'un extrême à l'autre. Les 3 premiers jours, tout s'est bien passé. Mais alors que le vaisseau approchait la Lune, quelque chose d'inattendu arriva. Au beau milieu de la mission, la température du vaisseau s'est mise à chuter. Les astronautes avaient froid. Et on a pensé que notre système de contrôle du milieu ambiant était peut-être défectueux. Mais ce qui s'est produit, c'est que pour la première fois, nous sommes passés dans l'ombre de la Lune.
Tout d'un coup, on s'est retrouvé dans l'obscurité. Et c'est pour ça que la température était tombée brutalement et considérablement. Ça aussi, c'est un grand souvenir. À chaque seconde qui passait, le module de commande écrivait une nouvelle page de l'histoire, car jamais aucun vaisseau ne s'était autant éloigné de la Terre. Apollo 8, ici Houston, orbite lunaire dans 1 minute. Merci, rendez-vous de l'autre côté. On était très inquiets quand ils sont passés derrière la face cachée de la Lune. On se faisait du souci parce qu'on ne pouvait plus communiquer avec eux. Alors on a croisé les doigts. En ce jour de Noël 1968, les 40 000 femmes et hommes qui avaient travaillé sur le programme Apollo à travers les États-Unis avaient les yeux rivés sur le module. Je me souviens que je passais les vacances avec mes parents et ma femme. Mon père avait posé la télévision sur le buffet pour qu'on puisse la regarder pendant le dîner. Cet événement était bien mieux couvert que les missions précédentes. Pour la première fois, on suivait tout ce qui se passait en direct. L'équipage d'Apollo 8 vous souhaite une bonne nuit, bonne chance et un joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse sur notre bonne vieille terre. On voyait la surface de la Lune à mesure qu'il tournait. C'était incroyable. Et d'être témoin de cela avec mes parents et ma femme, c'était éblouissant. Pour les ingénieurs qui étaient au poste de contrôle ce soir-là, le repas de Noël a vite été expédié. Le vaisseau et son équipage étaient à 400 000 km de la Terre. Pour qu'il rentre sain et sauf, il fallait que le module de service fonctionne parfaitement jusqu'à la fin. C'est à l'extrémité du module de service, dans le petit cône qui dépasse du cylindre, que se trouvait le système de propulsion qui permettait au vaisseau d'être placé en orbite lunaire et d'en sortir. Si ce moteur avait eu une défaillance, il aurait été impossible de les faire revenir sur Terre. Orbite lunaire dans 3 minutes. Tous les systèmes sont OK. Compris, merci Houston. Pour entamer le trajet retour, le moteur devait s'allumer derrière la face cachée de la Lune, alors que le vaisseau ne serait plus en contact avec la base pendant 3 quarts d'heure. Les ingénieurs ne seraient sûrs du succès de l'opération que quand le vaisseau réapparaîtrait à l'écran. Quelqu'un a demandé à Borman « Et si le moteur ne marchait pas ?» Il a répondu que ce serait une triste journée. Ça a été les 3 quarts d'heure les plus longs de ma vie. Apollo 8, ici Houston. Apollo 8, ici Houston. Houston, ici Apollo 8. Bonjour, je vous reçois 5 sur 5. Le Père Noël existe. J'ai eu le sentiment que ce moment était l'une de nos plus grandes réussites sur le programme Apollo. Alors qu'Apollo 8 s'éloignait de la Lune et rentrait vers l'atmosphère terrestre en chute libre, ce fut au tour de Jack Clemens et de son équipe de se mettre au travail. Ma mission a commencé quand le moteur s'est mis en route derrière la Lune. Dès qu'ils ont renoué le contact avec la Terre, nous avons traité leurs informations pour effectuer des simulations afin de savoir où le vaisseau allait arriver. Ici Apollo, terminé. Le module de commande allait parcourir 400 000 km en chute libre, puis réintégrerait l'atmosphère bien plus rapidement qu'Apollo 7. Les ingénieurs n'avaient pas le droit à l'erreur. Nous étions très nerveux, car il fallait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. C'était la première fois qu'un vaisseau revenait de la Lune, il fallait réussir. Une boule de feu, parfait. Le module toucherait la couche supérieure de l'atmosphère à 40 000 km/h.
Si vous êtes à 100 à l'heure sur l'autoroute, ça représente à peu près 28 mètres à la seconde. Là, le vaisseau allait à plus de 11 000 mètres secondes. Il percute l'atmosphère. Il ne vole pas, il fonce dessus. Afin de protéger le module, les ingénieurs avaient prévu le plus grand bouclier thermique jamais construit. Il était censé se désintégrer sous l'effet de la friction sur l'atmosphère. Mais pour que l'équipage revienne indemne, le module devait percuter la couche supérieure sous un angle très précis. Si le point de contact est trop petit, il n'y a pas assez de résistance pour que l'atmosphère parvienne à freiner le vaisseau, qui continue de glisser le long de la couche. Si au contraire le module arrive sous un angle trop fermé, il fait ce qu'on appelle un plat, comme quand on rate son plongeon dans l'eau. Quand on voyage à Mach 3, l'atmosphère devient très dense. Si l'impact est trop fort, le module peut se briser. Tout le monde était anxieux de savoir si on atteindrait le juste milieu. Il fallait que le module manœuvre avant de rentrer dans l'atmosphère, mais il n'y a rien de moins évident que de diriger un engin lancé à une telle vitesse. On guide le module à l'aide de petits réacteurs qui le font pivoter. Mais il ne peut aller ni dans cette direction, ni dans celle-là. Il ne peut que tourner autour de cet axe. Le choix était assez limité, mais ça a fonctionné. Pour tous ceux qui observaient Apollo à travers le ciel nocturne, la tension fut à son comble quand la liaison s'est rompue sous l'effet de la chaleur du retour dans l'atmosphère. Comme les simples spectateurs, les ingénieurs n'avaient aucune idée de la tournure que prenait le retour du vaisseau. La récompense pour les techniciens du retour d'Apollo qui sont sur le porte-avions, c'est de pouvoir prendre en photo les parachutes en train de s'ouvrir. C'est le grand moment. Là, on peut souffler. Quand il se déploie, on se dit qu'on a réussi. Les premiers astronautes à avoir approché la Lune à bord du module de commande sont rentrés triomphalement 3 jours avant la fin de l'année 1968. Les ingénieurs de North American venaient de prouver que leur véhicule pouvait transporter des hommes vers un autre monde. Cela a été une étape considérable en vue de mettre un pied sur la Lune. Pour moi, c'est le plus grand événement qui a rendu cet objectif réalisable. Dans les 4 années qui suivirent, 8 autres modules de commande Apollo ont frôlé la Lune. Ils ont mis 24 Américains en orbite lunaire et les ont ramenés sur Terre sains et saufs. Ce sont les seuls appareils du programme Apollo à être revenus, et ils reposent aujourd'hui dans différents musées aux 4 coins du globe, en hommage aux 400 000 personnes qui les ont construits. Il y a des gens formidables qui ont participé au programme Apollo. Nous avons fait du bon travail d'équipe. Il y avait un bel esprit de camaraderie, de coopération. Ça a été une expérience fantastique. J'aimerais pouvoir remercier tout le monde et les embrasser.